Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Le lavage de mains, une bonne pratique à inculquer au quotidien. Ce geste se veut indispensable pour prévenir contre certaines pathologies. La sensibilisation à l'occasion de la journée mondiale des lavages de mains s'avère utile car beaucoup n'ont pas encore développé le réflexe de se laver régulièrement les mains à Kinshasa. Et puis André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville de Kinshasa, sauvé des justesses pour une énième fois par une motion de procédure. Le numéro 1 de l'exécutif provincial a échappé belle à une motion d'interpellation initiée contre lui en vue de justifier la gestion des ressources de la capitale. Et enfin, renforcement de liens de coopération entre la RDC et la République sud-africaine. Le président Jacob Zuma séjourne depuis cet après-midi à Kinshasa. Une visite à inscrire dans le cadre de la 9e session de la commission mixte de deux pays devant déboucher à la signature de plusieurs accords. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais tout à l'heure en titre, André Kimbuta Yango, sauvé des justesses contre une motion d'interpellation initiée contre lui par les députés Jolino Makelele Diwampo-Vessé. Le gouverneur de la ville de Kinshasa devait devant les députés se justifier sur la gestion des ressources de la ville de Kinshasa. Revers de la situation, une motion de procédure a empêché l'examen même du dit document, ce qui a conduit à un rejet absolu de cette interpellation. Reportage Constantin Tamboué et Gloria Chikaya. Rendez-vous manqué. L'examen de l'interpellation du gouverneur de la ville de Kinshasa a été déclaré non recevable suite à une motion de procédure du député Mbouichiteya. Des voix contre se sont succédées au perchoir pour étayer le caractère irrégulier du document de l'interpellateur, le jugeant anonyme et sans signature, mettant en cause la nature même de l'initiative du député Makelele Diwampo-Vessé. Il y a certaines vérités qui ont été couchées sur le tract que nous venons de rejeter. Il y en a d'autres qui ne sont pas fondées, mais nous avons dit que non, on ne pouvait pas entrer dans l'examen de point par point dès lors que la forme n'était pas respectée. Et la forme est prescrite par le règlement intérieur. Et nous n'avons pas inventé la roue. Débouté à la majorité absolue de la plénière, Jolino Makelele se dit n'être pas surpris par le vote de ses collègues. Il avance vouloir susciter le vrai débat autour de la gestion de la ville, capitale de la République démocratique du Congo. Ma déception, c'est par rapport aux Kinois, qui pour une fois ont voulu savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la ville de Kinshasa, pourquoi ils vivent ce genre de comportement. Alors, toute la matière était dans mon interpellation. Mais vous avez compris qu'il s'est passé des choses. Nous savons que depuis un certain temps, les gens étaient convoqués pour les motiver. Et donc, le vote ne me surprend pas outre mesure, mais moi je prends date. Il y aura bien une campagne électorale. Je poserai bien cette problématique une fois de plus devant les électeurs. Cette motion d'interpellation a recensé toutes les préoccupations liées, entre autres la gestion des ressources de la ville, la sécurité, la desserte en eau et électricité, ainsi qu'à l'exécution des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures qui relèvent de la compétence du gouvernement provincial de Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la rentrée judiciaire à la Cour suprême de justice. Fini les vacances pour les magistrats. C'est une occasion pour le premier président de cette Cour, faisant fonction de Cour de cassation, d'évoquer le droit de la défense. Le chef de l'État était représenté lors de cette cérémonie par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Le président de l'Assemblée nationale ce jeudi à la Cour suprême de justice, représentant le chef de l'État à cette audience solennelle publique marquant la rentrée judiciaire 2015. Députés, sénateurs, membres du gouvernement, hommes en toge noire, diplomates, bref, tous étaient présents pour ce rendez-vous. Une occasion pour le bâtonnier national d'évoquer les principes généraux des droits. Dans sa mercuriale, le procureur général de la République a abordé un sujet devenu courant en République démocratique du Congo, le déguerpissement qui, selon lui, doit suivre la procédure. Le droit de la défense, un droit dont le juge de la Cour de cassation doit s'en assurer du stade de la détention préventive à la procédure du fond de la cause, sujet évoqué par le premier président de la Cour suprême de justice. Des sujets qui ont retenu l'attention des participants. C'est une occasion de pouvoir parler du droit. Ça fait la rentrée judiciaire. Comme on était en vacances, on rentre de ces vacances-là, on fait une rentrée judiciaire, on doit parler. Et chacun parle sur un constat personnel.
concernant les droits, qu'est-ce qu'il a constaté, de quoi il peut parler, de quel sujet il peut développer. Au justiciable, Jérôme Kitoko Kimpele a recommandé plus de loyauté lors de l'exercice du pouvoir d'agir en justice. Au juge, de sanctionner avec une stricte neutralité les violations des droits de la défense. Aux avocats et défenseurs judiciaires, d'interpeller ces derniers sur des abus fustigés dans l'exercice de leurs droits de défense. Quelle gestion pour les nouvelles provinces? La question était au centre de réflexions initiées hier par le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie à l'intention des membres de son parti. L'objectif était non seulement celui de mettre à jour la capacité des militants, mais aussi de pouvoir déceler les axes prioritaires dans la meilleure gestion des provinces démembrées. Les tractations régnant autour des élections des gouverneurs et leurs vices à la tête des provinces nouvellement installées n'empêchent guère le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de préparer sa base à cette conquête du pouvoir territorial, l'une des vocations d'un groupement politique. Diriger c'est prévoir, dit-on, les militantes et militants venus des divers horizons ont été outillés en amont sur la gestion efficiente des entités démembrées. J'ai donné, après les lignes directrices du secrétaire général, une sorte de table de matière qui est proposée aux différentes entités des provinces ici à l'intérieur pour pouvoir que dans leur discussion, il peut y avoir une ligne conductrice afin de faire un programme final. Le PPRD étant un parti politique au pouvoir, doit anticiper sur les animateurs de ces provinces au cas où, parmi les personnes qui seront désignées comme commissaires spéciaux ou à la longue qui seront élus comme gouverneurs, que ces personnes aient de la matière et puissent aller en connaissance des causes. Assurer la participation active de la femme dans cette réorganisation territoriale, une autre paire de manches pour ces séances de travail. Pour les concernés, il y a de quoi garder espoir. Cette question est prise en compte et le chef de l'État qui est lui-même le garant de cette disposition-là, c'est-à-dire de la parité homme-femme au niveau du pays et au niveau du PPRD, c'est très très important. Donc il y a pour le moment, il n'est pas encore question des candidatures, ça c'est clair parce que nous sommes encore... Des travaux qui devront aboutir à une mise en place d'un plan stratégique et opérationnel de développement économique et social visant à accompagner la gestion des nouvelles provinces créées. Qu'est-ce qu'on va faire les 6 premiers mois? Politique toujours, l'heure était à la rencontre avec la base. Pour Christian Mwando, démissionnaire au poste du ministre provincial des Finances du Katanga, il a choisi de renouer avec l'hémicycle du Palais du Peuple puisqu'il est député national élu du Katanga. Il était important pour lui d'expliquer ce choix à la base. C'est une rencontre aux allures de revoir entre l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo et sa base électorale de Lubumbashi. Désormais, après sa démission du gouvernement provincial du Katanga, l'ancien ministre des Finances va siéger à l'Assemblée nationale. La manifestation que j'ai organisée ce soir, c'était pour informer d'abord ma base que je suis rentré au Parlement en tant que député national, parce que c'est eux qui m'ont voté. La deuxième chose, leur demander d'être courageux. Il faut qu'on soit ensemble. Et j'ai vu que ma base m'accompagne. Ma base est sérieuse, elle est solide. Devant les cadres de base de l'UNADEF, son parti politique, il a éclairé ses camarades sur différentes questions de l'heure. Je vais siéger comme député national parce que c'est le mandat que le peuple que vous avez vu réuni aujourd'hui m'avait donné. On veut que ça marche, que les enfants puissent étudier, que les familles, au moins 3 fois par jour, puissent manger. C'est notre responsabilité et c'est pour ça que je suis là. L'honorable Christian Mwando Simba Kabulo a répondu aux inquiétudes des cadres de l'UNADEF afin de les encourager face aux turbulences politiques. Élu comme député national dans la circonscription de Lubumbashi en 2011, Christian Mwando Simba Kabulo a reçu de sa base une seule recommandation: hisser plus haut l'étendard de l'UNADEF, parti cher à l'honorable Charles Mwando Simba.
Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, le chef de l'État de la République sud-africaine est arrivé à Kinshasa cet après-midi où il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération Raymond Tshibanda ainsi que les corps diplomatiques sud-africains. Jacob Zuma, venu dans le cadre de la 9e commission mixte RDC-RCA, sera reçu demain par son homologue Joseph Kabila avant de participer à la signature de plusieurs accords, dont celui de Inga, du Grand Inga. Et puis, Jacob Zuma arrivé à Kinshasa alors que s'ouvrait la 9e session de la commission mixte RDC et République sud-africaine. Il était question de faire l'évaluation de la mise en œuvre des différents projets de développement dans plusieurs domaines d'intérêt commun et jeter les bases de la consolidation de cette coopération. Autre chose, la date du début de la campagne de déchargement forcé des camions en excès de tonnage sur la route nationale numéro 1 vient d'être repoussée dans les buts d'intensifier la sensibilisation et de terminer la construction des équipements de contrôle. L'annonce a été faite cet avant-midi au ministère des Travaux publics dans une réunion entre les différents intervenants dans ce projet, dont la Fédération des entreprises du Congo. Les précisions avec Ila Ngongo, directeur du cabinet adjoint du ministre des Travaux publics. Aujourd'hui, après concertation et tenant compte de l'état d'avancement des travaux, qui pour ceux qui concernent le pont bascule seront achevés pour le 10 novembre, et tenant compte aussi des aires de stationnement dont les travaux sont en cours, la commission chargée de cette campagne a levé l'option, a décidé de reporter la période de sensibilisation jusqu'au 30 novembre, permettant ainsi l'achèvement de tous ces travaux. Il faut faire remarquer que au niveau de Kenge, donc à la sortie de Matadi, les installations sont disponibles, mais il y a des chargements qui se font entre les tronçons Kinshasa-Matadi, au niveau de Kala ou des produits qui viennent de Lufu. Donc il est nécessaire qu'au niveau de Kassamboulou, qu'il y ait l'équipement nécessaire pour la peser. Et à cet effet, nous voulons rappeler que dans cette période, la sensibilisation concerne essentiellement de dire aux transporteurs les différents poids qui sont admis sur la route. Et la conséquence est qu'après la date du 30 novembre, tout celui qui sera en surcharge, en dehors des poids autorisés, sera obligé de décharger sa marchandise à ses frais sur les aires de stationnement, avec tous les risques que cela pose comme problème. La qualité du rendement du personnel des institutions publiques dépend aussi en grande partie des conditions de travail, notamment de la qualité des infrastructures. Nombreux sont ces édifices publics qui souffrent des réfectionnements en République démocratique du Congo. L'Institut géographique du Congo, faisant partie de ce lot, vient de bénéficier d'un premier geste de rénovation avec sa toiture, un don de l'ambassade de Corée en RDC. Steve Mbouy et Lindel Kinsangi. Le développement d'un pays passe aussi par des infrastructures adéquates pour de bonnes conditions de travail du personnel. Créé en 1949, l'Institut géographique du Congo est l'un de ces édifices qui devrait aussi bénéficier d'un réfectionnement. Et d'un premier geste posé, l'ambassade de Corée en RDC a tenu à apporter sa pierre à cet édifice en rénovant à titre de don quelques installations de la direction générale, notamment par la remise des tôles ferro-fins. Nous avons choisi l'Institut géographique du Congo à cause du rôle important qu'il joue en RDC. Il vous souviendra qu'en 2007, dans l'affaire Kaemba, affaire que vous connaissez mieux que moi, l'Institut géographique du Congo avait fourni toute la documentation nécessaire en cartographie sur les frontières entre la RDC et l'Angola. La remise de dons à cette agence de cartographie et d'information géographique du Congo traduit donc la volonté de la République de Corée d'accompagner le gouvernement sur la vision congolaise de développement du secteur scientifique et de reconstruction. Cette rénovation tombe à point nommé et intensifie ici la coopération entre l'Agence de cartographie et d'information géographique du Congo-Kinshasa et la République de Corée.
Les travaux ont commencé effectivement le mercredi 7 octobre 2015 pour se terminer ce jeudi 15 octobre 2015 par cette cérémonie de remise officielle de la toiture rénovée de la Direction générale de l'IGC. À l'exemple de l'Institut géographique du Congo, d'autres bâtiments administratifs souffrent également de réfectionnement. Espérons que ce coup de pouce donné à cet institut servira d'exemple au réfectionnement d'autres bâtiments publics. C'est un objet auquel vous ne faites peut-être pas trop attention, mais pourtant très capital pour les aveugles, puisqu'il assure leur mobilité. La canne blanche est célébrée ce jeudi à l'échelle internationale, occasion pour les ONG militants pour l'amélioration des conditions des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo de tirer la sonnette d'alarme sur cette question. Au regard du développement accru des infrastructures dans le monde, la canne blanche s'avère indispensable pour une meilleure mobilité de personnes vivant avec handicap visuel. La canne blanche rend des fabuleux services aux malvoyants dans toutes les rues du monde. Elle leur permet de jouir de leur droit de mobilité. Grâce à elle, le non-voyant peut se déplacer sans aucun appui d'un membre de la famille. 15 octobre, journée internationale de la canne blanche, occasion pour cette catégorie de personnes de renforcer leur plaidoyer auprès des décideurs pour l'amélioration de la prise en compte des aveugles. L'accessibilité à l'emploi et aux infrastructures de base reste encore quelque chose pour le gouvernement de fournir un effort supplémentaire. Notre préoccupation majeure est que les désirata des aveugles soient pris en compte, afin que nous puissions nous épanouir et devenir indépendants. Depuis le 30 septembre dernier, l'RDC figure parmi les nations respectant la Convention des droits des aveugles, un motif de satisfaction pour cette catégorie de personnes. Je profite du haut de cette tribune de féliciter le gouvernement pour l'adhésion effective de la RDC à la Convention internationale de droits des personnes handicapées. À Kinshasa, un appel a été lancé à la population afin de porter une attention toute particulière aux porteurs de la canne blanche. Nous invitons la population congolaise à porter toute leur attention aux porteurs de la canne blanche et à contribuer davantage à leur intégration sociale par une mobilité facile et adéquate dans l'espace public et qui assure leur sécurité. Perdre la vue n'est pas synonyme de perdre la vie, dit-on. Sensibilisation des élèves du lycée Motema Pico sur la lutte contre la pauvreté et la discrimination faite à la jeune fille. Une lutte qui doit absolument passer par les ménages, selon la ministre provinciale du genre, Thérèse Olinga, a demandé également aux filles de dire non au mariage précoce ainsi qu'à un avenir qu'elles n'ont pas choisi. Face aux objectifs de développement durable ODD récemment assignés, la RDC se préoccupe déjà de la situation de la jeune fille. Le ministre provincial du genre s'attaque ainsi au mariage précoce des jeunes filles et qui, selon elle, est une violation de la loi. Le mariage d'enfants est une violence des droits des enfants. Il met fin à la scolarité de la jeune fille. Il l'empêche d'acquérir les compétences professionnelles indispensables pour son bien-être futur, mais aussi pour sa contribution efficace au développement du pays et de l'humanité. La communauté internationale, quant à elle, s'engage par ces nouveaux objectifs à réduire la pauvreté, éliminer les violences et la discrimination à l'égard de la jeune fille d'ici à l'horizon 2030. Durant les 15 prochaines années, ce sera le moment opportun d'accompagner les adolescentes pour leur permettre de briser la transmission
entre générations de la pauvreté, de la violence, de l'exclusion et de la discrimination. Une lutte qui devra passer par la sensibilisation au niveau de ménage, mais aussi dans de milieux scolaires, comme ce fut le cas lors de la cérémonie organisée mercredi au lycée Motema Mpiko de Kasavubu dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille. La sensibilisation sur le lavage des mains passe également à travers les écoles. Lavons nos mains pour l'hygiène. C'est le thème choisi pour la commémoration de la Journée mondiale de lavage de mains, célébrée ce 15 octobre. C'est un geste banal, mais peut-être pas trop pratiqué à Kinshasa. Occasion pour l'UNICEF de sensibiliser dans certains milieux ruraux, notamment à Maluku. Le lavage des mains est un geste qui sauve des vies. Cette pratique épargne beaucoup de personnes à des maladies liées aux mains sales. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lavage des mains, l'ONG Logos Premier a sensibilisé les élèves de l'Institut Bobokoli ce jeudi. Le lavage des mains, c'est un geste qui sauve des vies. Quand nous lavons les mains, nous sommes en train de nous protéger nous-mêmes contre les maladies dites des mains sales. Bon, vous avez remarqué que quand j'ai commencé à parler aux élèves de cette journée, de laver les mains, c'était comme si c'était quelque chose de nouveau pour eux, surtout quand je leur ai dit que la cendre aussi, c'était un désinfectant. Alors c'est pourquoi il faut aller vers surtout les élèves, les enfants, parce que c'est la génération future qui va diriger demain ce pays. Le comité des élèves de cet établissement scolaire a pris l'initiative de poursuivre la sensibilisation des autres apprenants au lavage des mains. Cela pourra les permettre ainsi d'éviter d'attraper des maladies des mains sales. Le lavage des mains est très important pour nous prévenir contre certaines maladies. C'est plus un acte préventif, je pense, parce que dans l'air, on peut attraper plusieurs microbes, mais aussi par les actions que nous posons, aller aux toilettes. Nous sommes ici pour célébrer la journée mondiale de lavage de mains. Nous devons laver nos mains parce que le lavage de mains sauve des vies. C'est un geste très important. En lavant nos mains, nous évitons des maladies dites des maladies des mains sales, telles que le choléra, la fièvre typhoïde et l'Ebola. Pour le docteur Godefroy Louyeye, le savon n'est pas le seul désinfectant. Il est conseillé de recourir également au centre lorsqu'on manque de savon. Le lavage de mains en utilisant des savons ou à défaut de savon, en utilisant des cendres et des savons facilitent et nous aident à nous débarrasser de tous ces micro-organismes ou de toutes ces saletés qui se trouvent entre les mains. L'eau seule ne suffit pas. Si on a la possibilité d'utiliser des savons, tant mieux. Si on n'en a pas, dans nos milieux ruraux, partout on fait des feux, on peut trouver des cendres. Et des cendres et les savons aident aussi à mieux se débarrasser de tous ces parasites. La typhoïde, le choléra ainsi que bien d'autres maladies des mains sales sont donc évitables à condition que l'on se lave correctement les mains régulièrement après toilette, comptage des mains et surtout avant et après avoir mangé. Le lavage de mains, une pratique qui est bonne pour la santé et qui a du mal à être inculquée au quotidien de la population. C'est un geste simple et indispensable pour prévenir contre certaines pathologies. La sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale des lavages des mains s'avère utile pour beaucoup qui n'ont pas encore eu à développer ce réflexe. Dossier de cette édition avec Cédric Yebondo. Le lavage de mains, un geste simple mais d'une grande importance au vu de la protection qu'elle garantit à l'être humain. L'une des catégories majeures des pathologies contre lesquelles cette pratique protège l'homme sont les maladies de mains sales qui à ce jour constituent un réel problème de santé publique. Comme la fièvre typhoïde, comme la choléra, comme toutes ces maladies de mains sales que nous appelons les maladies. C'est dans des pays où il y a cette précarité d'hygiène qu'on trouve beaucoup plus de maladies de mains sales. Ou là où ici il y a par exemple des réfugiés où les toilettes ne sont pas décentes, c'est là qu'on trouve des maladies-là. Ou les gens qui n'ont pas assez d'informations que le simple lavage de mains peut sauver des vies. Pourtant, sur les rues quinoises, tout pousse à croire que le lavage de mains n'est pas pris en considération par la population. Chacun pousse une raison pouvant dissimuler le non-respect de ce principe d'hygiène. C'est très difficile de faire attention au lavage de mains.
surtout pour nous qui passons beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Nous savons qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas respecter la pratique de lavage de mains. Mais que faire? Nous oublions parfois. Un vice qui serait justifié non seulement par un problème d'éducation de base, mais aussi par le matraquage opéré par le média sur le gel antibactérien tant vanté. Mais alors, ce produit garantit-il à 100% la protection contre les microbes? Difficile de répondre. Mais pour les experts, l'usage de l'eau avec le savon ou la cendre demeure la pratique la plus efficace. C'est vrai qu'il y a des propriétés qui détruisent des microbes pour les produits qui sont utilisés. Mais l'inconvénient, c'est que ces microbes sont fixés, restent fixés sur les mains. Donc ça signifie que si l'on nettoie, on n'utilise pas de l'eau courante et un détergent comme un savon ou même de la cendre, on ne saura pas évacuer de manière mécanique d'abord les germes qui se retrouvaient sur les mains. Laver ses mains est une chose, mais l'environnement sain et assaini en est une autre. Que dire alors du rôle que devrait jouer le service d'hygiène de la RDC, qui serait d'ailleurs démissionnaire en croire une certaine opinion? C'est vrai, ils n'ont pas tort, mais ils n'ont pas raison non plus. C'est pour dire qu'au fait, les services de l'hygiène se réveillent et ils s'élèvent. Ils s'élèvent au rythme du pays, mais en fait, ils s'élèvent aujourd'hui parce que dans un futur très proche, nous allons redynamiser, si on peut dire, les brigades d'hygiène qui autrefois faisaient la fierté du pays. Des efforts qui pourront certainement contribuer davantage à l'amélioration de conditions sanitaires du pays. Il faudra tout de même mettre un accent particulier sur le lavage de mains avant la préparation et la consommation de tout repas et après avoir été à la toilette ou encore après avoir changé les couches des nourrissons, effectuer certains travaux à l'aide de ses mains. Merci de nous suivre à Kinshasa et à travers le monde. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition sur BON.